Aujourd'hui, on va approfondir notre compréhension du réseau d'entraide en abordant les grands types de fonctionnement des familles. Le but est de se rendre compte à quel point chaque membre d'une famille peut avoir des attentes et des comportements différents. En comprenant ces différences, on peut mieux gérer les conflits et chercher des solutions pour y remédier. Pour faire cette vidéo, je me suis basé sur le rapport Cohésion, Régulation et Conflits dans les familles contemporaines qui a été publié en 2002 par le Fonds national de la recherche scientifique. Dans ce rapport, on trouve plusieurs concepts intéressants de sciences sociales. Je les ai rassemblés autour de 6 questions pour que ce soit plus facile de les rassembler autour de 6 questions. On commence par la première question. Est-ce qu'on partage la même distance émotionnelle que les autres membres de sa famille? Par distance émotionnelle, je fais référence à la capacité de communiquer ses émotions à une autre personne. Mais pour Keller Holz, la distance émotionnelle, c'est aussi ce qu'il appelle l'axe autonomie-fusion. Cet axe met en lumière deux besoins psychologiques opposés. D'un côté, on a l'autonomie, qui correspond à un besoin d'indépendance, d'autodétermination et d'individuation, et de l'autre, on a la fusion qui renvoie au besoin d'appartenance, de proximité et de connexion émotionnelle avec les autres. On cherche tous un équilibre entre ces deux besoins, ce qui peut se traduire par des comportements de rapprochement ou d'éloignement. Une personne qui valorise son autonomie aura tendance à chercher plus d'indépendance et à éviter les relations trop étroites. En revanche, une personne qui accorde plus d'importance à la fusion aura tendance à éviter les conflits et à chercher des relations plus proches. Bien sûr, cet équilibre n'est pas figé et peut varier au cours du temps en fonction des expériences de vie et des situations qu'on traverse. Alors, vous l'avez sans doute vu venir, des différences trop importantes de distance émotionnelle au sein de la famille peuvent entraîner des conflits et des difficultés à communiquer. Par exemple, dans le cas d'une famille trop fusionnelle par rapport à ce qu'on préfère, on va éprouver de la dépendance affective, de la surprotection, des difficultés à poser nos limites et à prendre nos propres décisions. Une distance émotionnelle trop faible conduit souvent à un sentiment de perte de liberté personnelle. A l'inverse, dans une famille trop autonome par rapport à nos préférences, on va plutôt ressentir de la solitude, de l'insécurité et des difficultés à se connecter avec les autres membres de sa famille. En prenant conscience de ce premier axe, on peut équilibrer nos préférences personnelles avec le fonctionnement de la famille, en exprimant l'envie de plus de cohésion ou bien en revendiquant plus d'indépendance. Maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on a tous le même niveau de curiosité. Cette question permet de savoir si on préfère les nouvelles expériences ou bien la stabilité de ce qu'on connaît déjà. Keller Holz regroupe ces deux besoins sous la dimension ouverture-fermeture. L'ouverture correspond à un attrait pour l'exploration, de la curiosité et de l'adaptation au nouveau, tandis que la fermeture correspond plutôt à de la stabilité, de la sécurité et à la routine. Le besoin de curiosité peut varier d'un individu ou d'un environnement à l'autre. Par exemple, on peut être ouvert à de nouvelles rencontres dans sa vie privée, mais on va préférer avoir de la stabilité au travail. Dans le cas de la famille, on va plutôt parler de la manière dont le groupe perçoit et interagit avec l'extérieur. Une première posture qu'on peut avoir vis-à-vis du monde extérieur, c'est de le percevoir comme quelque chose de maîtrisable et de fiable. Les contacts avec le monde extérieur sont favorisés et vus comme une source d'enrichissement, qui permet d'éviter l'isolement et la stérilité de l'entre-soi. On dit de ces familles qu'elles sont sensibles à l'environnement. On peut aussi être ouvert à l'extérieur dans une certaine proportion. L'extérieur ne pose pas de problème tant qu'il respecte un équilibre et que ces interactions se font sous certaines conditions. On va dire de ces familles qu'elles sont sensibles à la distance interpersonnelle. Ou alors, on peut percevoir l'environnement comme chaotique et inquiétant. Dans ce mode de fonctionnement, on va favoriser les contacts internes à la famille et chercher à maintenir une certaine harmonie. On dit de ces familles qu'elles sont sensibles au consensus. Pour Keller Holz et ses collègues, les deux notions qu'on vient de voir, c'est-à-dire le degré de fusion et d'ouverture des couples, sont deux dimensions essentielles pour comprendre les dynamiques familiales. En croisant ces deux dimensions, ils ont créé une première typologie de famille. Dans le cas d'un haut niveau fusionnel et d'une fermeture à l'extérieur, on va parler de familles bastions. Ces familles privilégient une forte cohésion, ces familles privilégient comme les espaces, le temps, l'argent et l'affection. Pour ce type, la famille contrôle les activités et les opinions des membres, ce qui peut prendre le pas sur les individualités. Bien que les membres peuvent avoir une certaine autonomie, elle est le résultat d'une décision qui est prise par la famille. Dans cet univers protégé, les comportements sont régulés par des règles normatives et une hiérarchie marquée. Les rôles féminins et masculins sont très différents et la valeur principale est le consensus, car on tente d'éviter au maximum les conflits ouverts, même si cela se fait au détriment de l'expression de soi. Maintenant, on garde le haut niveau fusionnel, mais on passe à une ouverture à l'extérieur cette fois, ce qui va nous donner les familles compagnonnage. Tout comme les familles bastions, ces familles font beaucoup de choses ensemble et cherchent à avoir les mêmes opinions. En revanche, les contacts avec l'extérieur ne sont pas vus comme un danger, mais plutôt comme une condition essentielle pour un bon fonctionnement.
C'est une façon de se ressourcer et de s'épanouir. Ces familles sont à la fois très proches et très bien adaptées à leur environnement extérieur, ce qui leur permet de tirer le meilleur parti de toutes les stimulations qui s'offrent à elles. Cependant, le côté imprévisible de l'extérieur demande également à ses membres de s'adapter en permanence, ce qui peut être une source de conflits récurrents. Cette ouverture à l'extérieur se fait aussi au détriment d'une hiérarchie claire, ce qui peut rendre difficile les prises de décisions importantes, comme le fait qu'un de ses membres doive s'éloigner pour ses études ou pour son travail. Pour les familles autonomes et fermées, on dit qu'elles ont un style de fonctionnement parallèle. Dans ces familles, c'est l'indépendance qui est favorisée, chacun décide pour lui-même. Les rôles sont aussi très sexualisés et définis à l'avance. Chacun sait ce qu'il doit faire, de sorte qu'il n'est pas toujours nécessaire de discuter pour gérer le quotidien. Pour ces familles, ce qui compte, c'est que chacun puisse se concentrer sur ses propres activités individuelles. L'avantage de ce style de fonctionnement, c'est qu'il offre une grande liberté et de la stabilité une fois que les rôles sont établis, malgré un soutien émotionnel et un engagement plutôt limité. Les familles qui favorisent à la fois l'autonomie et l'ouverture fonctionnent en association. Les membres sont libres et fortement investis dans des activités sociales, professionnelles ou politiques. Et la famille est un groupe parmi une multitude de groupes sociaux. Ces familles ne donnent pas une grande importance au rôle spécifique de genre, ce qui leur permet de mieux s'adapter à leur environnement. La difficulté de ce type de fonctionnement est de réussir à concilier la famille avec une vie sociale très active. C'est un vrai challenge et ça peut être à l'origine de conflits au sein de la famille. Donc, avec cette première typologie de famille, on a deux sources de conflits potentiels. Une première source qui est liée à des différences de distance émotionnelle, et une deuxième qui est liée à la curiosité et à l'ouverture sur l'extérieur. En troisième question, on va se demander comment la famille gère-t-elle le quotidien. En y répondant, on va faire apparaître le système de régulation de la famille. Pour évaluer cette régulation, les chercheurs de l'étude ont utilisé 4 facteurs: les rôles fonctionnels, les rôles relationnels, la hiérarchisation et la routinisation. Pour simplifier, on va se concentrer seulement sur 2 d'entre eux, les rôles fonctionnels et la routinisation, qui vont nous servir pour aborder la deuxième typologie. Les rôles fonctionnels déterminent comment les tâches quotidiennes sont réparties entre les membres de la famille, c'est-à-dire qui est responsable de quoi. Ça peut être assez large et inclure les tâches domestiques, les tâches liées à l'éducation des enfants, les activités professionnelles et des engagements sociaux. Ces rôles peuvent être distribués en fonction du genre ou négociés. Si la répartition est genrée, un ensemble spécifique de tâches est de facto assigné aux hommes et un autre ensemble aux femmes. Ça permet à la famille d'être plus efficace pour les tâches récurrentes, mais ça montre des faiblesses pour les nouvelles tâches. Ou alors, les rôles peuvent être négociés en fonction des disponibilités de chacun. De cette façon, la vie de famille s'adapte mieux aux différentes activités et aux imprévus. Mais ce mode peut être moins efficace au quotidien que la répartition genrée, dans la mesure où il faut prendre le temps de se réunir et de négocier. La routinisation concerne la manière dont la vie familiale est organisée, en termes de rythme et de gestion de l'espace. Certains préfèrent une organisation stable et contrôlée, tandis que d'autres cherchent la nouveauté et l'adaptabilité. En combinant tous les facteurs de la régulation, on obtient une nouvelle typologie de famille dont les critères de divergence les plus importants sont les rôles fonctionnels et la routinisation justement. On commence cette deuxième typologie par le groupe le plus commun, les traditionnels, qui ont une distribution genrée et une routinisation forte. Ce type représente 32% des couples dans les années 2000. Dans ces familles, les femmes sont responsables de la gestion du foyer, de la cuisine et du soin des enfants, tandis que les hommes sont considérés comme les principaux soutiens financiers et sont responsables de la sécurité. Ces familles se caractérisent souvent par leur rigidité et leur difficulté à s'adapter au changement, qui peut générer une forte pression sociale et un conformisme marqué. Dans le deuxième groupe, avec 22% de la population étudiée, on a les coutumiers modernes, qui représentent les couples avec une distribution non genrée et une routinisation forte. Ces familles réussissent à concilier tradition et modernité de manière efficace sans mettre trop de pression sur leurs membres. Pour y arriver, elles partagent les rôles de façon équilibrée et les intègrent dans leur routine quotidienne. Le troisième groupe, avec 25%, est appelé les pragmatiques féminins. Ces couples ont une distribution genrée et une faible routinisation. Le pragmatisme est attribué à la femme qui prend sur elle l'essentiel des tâches domestiques tout en s'adaptant à la vie professionnelle de son mari ou à la famille. Et le dernier groupe, avec 21%, qu'on appelle les négociateurs. Ces familles ont une organisation souple où les tâches sont négociées en fonction des circonstances et des besoins de chacun. Les partenaires ont des rôles fonctionnels distincts, mais ils sont régulièrement échangés et adaptés en fonction des situations.
Il n'y a pas de rigidité dans la division du travail et les partenaires sont en mesure de collaborer pour accomplir les tâches quotidiennes de manière équitable. Dans ces familles, il n'y a pas de hiérarchie stricte et les deux partenaires contribuent de manière égale à la vie domestique et aux soins des enfants. La prise de décision est également partagée et négociée plutôt que dirigée par l'un des partenaires. Cette deuxième typologie fait émerger deux nouvelles sources de tension, les tâches qu'on ne veut pas faire mais qui nous sont quand même données, et l'inefficacité quotidienne qui est liée aux négociations incessantes. En quatrième question, on va se demander si nos objectifs personnels sont en accord avec ceux de notre famille. Tout comme pour les personnes, les groupes se donnent aussi des objectifs. À travers ces objectifs, la famille va exprimer le désir d'avoir des activités ensemble. Les liens vont se développer progressivement jusqu'à faire émerger une culture commune et une identité familiale. Mais avoir des objectifs personnels différents, ça interfère avec le développement de cette identité familiale justement. Il existe plusieurs façons de définir ces objectifs familiaux. Par exemple, le chercheur Donati a observé 3 manières qu'ont les familles de définir leur réussite. Soit la réussite de la famille passe par une forte entente de ses membres et par un soutien émotionnel efficace, et dans ce cas on va parler d'un familiarisme expressif. Soit, un peu différent, la réussite passe par le développement dans la société des valeurs familiales. Par exemple, la famille va participer à des actions de collecte pour les plus démunis afin de valoriser l'entraide dans la société. Dans ces familles, les liens sont forts et les membres sont très investis. C'est le familialisme organique. Soit que pour réussir, la famille doit être intégrée socialement et performante professionnellement. Les liens familiaux sont utilisés comme une agence de placement pour développer la carrière de ses membres. Dans ce cas, on parlera d'un familialisme acquisitif. En plus de la réussite, on peut aussi se demander quelles sont les priorités de la famille. Si la famille met l'accent sur l'éducation et le développement des enfants, avec des parents qui sont très impliqués et qui prennent des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour eux, alors on dira de la famille qu'elle est orientée vers les enfants. Il se peut que la maison soit souvent au centre de l'attention de la famille, avec des parents qui passent beaucoup de temps à l'entretenir et à l'améliorer. Les décisions familiales sont souvent prises en fonction de l'impact que ça aura sur le domicile. On dira de ces familles qu'elles sont axées sur la maison. Et si c'est les parents qui sont au centre de la famille, que ce sont leurs propres intérêts qui sont valorisés et que leurs décisions sont souvent prises en fonction de ce qui leur convient, on parle alors d'une famille qui est axée sur les parents. Ne pas avoir la même définition de la réussite ou ne pas avoir les mêmes priorités que le reste de sa famille peut créer des incompréhensions et des déceptions. Dans cette situation, il est important de prendre du recul vis-à-vis de ces objectifs qui ne sont pas les nôtres et d'équilibrer nos besoins. Il est peut-être temps de chercher une autre façon de passer du temps ensemble tout en gardant une certaine liberté. L'avant-dernière question consiste à savoir pour quelles raisons pourrait-on demander de l'aide à sa famille élargie. Il s'agit de savoir jusqu'où s'étend le réseau familial et sur quelles valeurs se base l'entraide. Pour y répondre, on va voir une analyse des liens familiaux issus du croisement des notions d'utilitarisme et de soutien émotionnel qui vont nous donner 4 nouveaux types. Le premier type de cette analyse s'appelle le détachement. Il correspond à un faible niveau d'aide, donnée et reçue, peu de rencontres, une haute distance affective et une faible confiance dans le soutien que le réseau familial peut apporter. Si tu te reconnais dans cette description, il est probable que tu ne puisses compter presque exclusivement que sur ta famille proche, même si tu es au courant de l'existence de cousins éloignés ou vivant dans un autre pays. Ce type de lien est assez commun et représente 40% des familles. Le deuxième type de lien familial, appelé instrumentalisme, concerne les familles qui apportent une aide concrète à leur famille élargie. Les membres de la famille se rencontrent surtout pour s'entraider et parce qu'ils sont proches géographiquement, mais leur distance affective reste élevée. Ce type de lien familial concerne une famille sur 4 et est considéré comme assez froid et utilitariste. Le troisième type, l'expressivité, est un genre de lien familial où les émotions ont une place centrale. Les membres de la famille partagent leurs sentiments et les expriment librement. Les relations sont chaleureuses et intenses, mais il y a assez peu d'entraide concrète. Dans ces familles, on est content de se retrouver même si c'est difficile de s'aider les uns les autres. Le dernier type, appelé familialisme, est défini par une forte interdépendance et une grande solidarité entre les membres de la famille. Les liens sont basés sur des valeurs communes, comme l'amour, le respect, la loyauté et l'engagement qui ont eu un rôle important dans l'histoire familiale. Les membres de la famille se soutiennent mutuellement en cas de besoin, partagent des intérêts et des activités communes. Les fonctions sont également importantes, mais elles sont mises au service des liens familiaux plutôt que le contraire. Si tu te reconnais dans ce type de lien,
il y a de fortes chances que ton réseau d'entraide soit grand et que tu vois facilement et régulièrement la majeure partie de ta famille élargie. En prenant conscience du type de lien de sa famille, on pourra mieux interagir avec elle. Comme pour les familles autonomes, parler d'émotions au sein d'une famille instrumentaliste ne sera pas forcément bien accueilli. A contrario, être très pragmatique dans une famille expressive peut créer un malaise et donner l'impression qu'on est détaché du groupe. D'un autre côté, si ton cercle familial est trop petit ou ne favorise pas l'entraide, ça peut être problématique, surtout si tu es très attaché à ta famille ou que tu as de grandes ambitions. En sixième et dernière question, on va se demander si le couple est capable de gérer efficacement les problèmes. Pour mieux comprendre cette caractéristique, on va aborder un concept très intéressant qui est le coping. De manière générale, le coping désigne la capacité des individus à faire face à des difficultés. Les personnes qui ont une bonne capacité de coping vont utiliser des stratégies qui conviennent à leurs problèmes, ce qui leur permettra de les résoudre plus rapidement et de mieux gérer le stress. Ce que je trouve instructif ici, c'est qu'au lieu de dire qu'une personne est mauvaise dans un domaine et de tomber dans le fatalisme, on va préférer dire qu'elle n'utilise pas les bonnes stratégies. Ça ouvre un monde intéressant d'analyse des différentes stratégies et surtout de soutien aux personnes. Alors vous vous en doutez, le coping est un concept très vaste qui a été étudié par de nombreux chercheurs dans de nombreux domaines. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur deux définitions du coping. Le coping d'action, qui consiste à évaluer notre niveau d'activité dans la résolution de problèmes, et le coping relationnel, qui évalue notre capacité à gérer nos émotions et à canaliser notre énergie de manière efficace. Le coping d'action a 4 facteurs. Le premier est la rationalité, qui signifie ici le fait de chercher des informations sur le problème pour prendre des décisions adaptées. En deuxième, on a la communication, qui correspond à la capacité de parler de ses problèmes à l'extérieur du couple, notamment pour trouver du soutien. Ensuite, on a la neutralité émotionnelle, qui évalue notre capacité à garder notre calme pendant les moments difficiles. Et en dernier, on a l'activité, qui détermine si on est actif dans la résolution de problèmes ou si on préfère laisser les choses traîner. Le coping relationnel, quant à lui, possède 3 facteurs. On a d'abord l'agressivité, qui est liée aux accusations et aux critiques. Le soutien, qui englobe les qualités de médiateur émotionnel et de négociateur, pour faciliter la prise de décision. Et l'évitement, dans lequel on retrouve des comportements de désintérêt et de plainte. On se retrouve avec 7 facteurs à 2 choix possibles. Soit on possède le trait, soit on ne le possède pas. Ce qui correspond à 2 puissance 7, soit 128 résultats possibles. Alors je vous rassure, on ne va pas faire le tour des 128 copings de couple, parce que justement, les chercheurs du rapport ont fait une analyse en cluster pour identifier les 4 résultats les plus communs. Les couples qui ont un coping actif ont une gestion du stress optimale. Ils sont rationnels dans leur approche des problèmes, en plus de contrôler leurs émotions, et ils arrivent à communiquer efficacement. Ils ne sont pas agressifs et ne cherchent pas à éviter les situations difficiles, mais travaillent ensemble pour trouver des solutions. Ils ont une attitude optimiste et se servent de l'humour et du soutien de leur entourage pour maintenir un haut niveau de bien-être. Le deuxième type de coping le plus commun est le coping passif. Les couples qui ont un coping passif ne sont pas agressifs, mais ont tendance à montrer du désintérêt ou à se plaindre de la situation sans pour autant être particulièrement actifs pour l'améliorer. Ils ne communiquent pas beaucoup l'un avec l'autre et le soutien est assez faible. C'est pour ça qu'on l'appelle passif. Le principal risque de ce style de coping, c'est l'accumulation des problèmes et l'isolement, parce que les personnes concernées ont tendance à éviter les situations stressantes au lieu de les affronter. Le troisième style de coping, qu'on va appeler le mauvais coping, correspond à des stratégies peu efficaces de résolution de problèmes. Les membres du couple sont agressifs l'un avec l'autre et ils s'évitent mutuellement. Ils sont passifs vis-à-vis des problèmes et ne sont pas calmes les rares fois où ils en discutent. L'énergie est investie dans des comportements qui sont destructeurs pour la relation plutôt que dans le fait d'améliorer la situation. Dans ces couples, c'est l'homme qui possède sensiblement plus de comportements négatifs que la femme. La difficulté de ce style de coping réside d'un haut niveau d'énergie qui n'est pas correctement investi. Pour améliorer la situation, il faut désapprendre certains comportements agressifs et se concentrer sur la résolution de problèmes. Le dernier type de coping correspond à un cas particulier. Pour le coping unilatéral masculin, on va avoir une combinaison de différents copings. L'homme a un coping actif alors que la femme a un mauvais coping. Elle est agressive, elle évite les problèmes et elle n'est pas neutre émotionnellement. Ces comportements ne sont pas constructifs, ce qui fait que l'homme porte seul la gestion des problèmes. Il peut se sentir frustré parce que malgré tous ses efforts, les problèmes persistent. Pour améliorer la situation, il est important de favoriser la communication et de chercher des compromis pour renforcer la capacité du couple à résoudre ses problèmes. Connaître ton type de coping peut t'aider à gérer plus facilement les situations difficiles. Tu vas pouvoir remarquer des schémas qui se répètent et travailler dessus pour aller mieux.
À l'échelle du couple, ça va souvent se traduire par plus de communication et par désapprendre certaines réactions automatiques. On arrive à la fin de cette vidéo. On a abordé différentes notions qui te permettront de mieux comprendre les dynamiques familiales. Tu saisis maintenant comment les styles de fonctionnement, les buts et les particularités de chaque membre influencent la famille. Tu sais reconnaître les différences qui peuvent être à l'origine des conflits et t'y adapter. L'important n'est pas de tomber dans le conformisme en voulant masquer à tout prix ces différences, mais d'être honnête et de communiquer sur ses besoins, pour atteindre un équilibre sain pour tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si tu as des questions ou que tu veux simplement échanger sur le sujet, l'espace commentaire est là pour ça. Je te dis à bientôt.